Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'Entretien du jour. Mon invité s'appelle Carlos Wembe. Il vient d'écrire un livre, Méthodes et techniques de gestion des risques, application aux pays en voie de développement. Bonjour Carlos. Bonjour Louis. C'est un plaisir de vous recevoir, surtout quand on parle de risques, surtout dans ce contexte de crise aussi. Actuel, oui. Oui. Écoutez, merci de m'avoir invité Louis. Déjà, pour commencer, je voudrais saluer l'action de Télésud qui participe par tout son concept à faire connaître l'Afrique dans le monde, à présenter l'Afrique pas comme on la connaît, mais une Afrique qui gagne, une Afrique dynamique et une Afrique qui ne veut pas rester derrière. Alors, j'ai écrit un bouquin qui porte sur un sujet crucial, un sujet d'actualité, un sujet qui nous concerne encore plus, nous, les Africains, parce qu'il revient sur deux points essentiels. Le premier point, c'est le financement de l'économie par les banques. Alors, donc, qui dit financement de l'économie dit croissance, et qui dit croissance dit développement, et qui dit développement dit réduction de la pauvreté. Vous parlez comme François Hollande. Je pense pas, peut-être oui. Non, ça, en mettant l'accent sur la croissance, c'est également un thème qui lui a été très important pendant la campagne. Oui, il a été élu sur ce thème en particulier. Je vous charrie, mais je comprends la démarche. Je vous charrie simplement. Mais allons-y. Donc, le livre est sur la croissance, sur le développement et sur le bien-être social. Disons pas forcément... par les banques. Par les banques. Oui. Disons que le livre, c'est le regard d'un banquier sur une problématique bancaire qui est la réduction des risques. Alors, je sais qu'il faut faire quand même, il faut revenir un peu sur les bases. Réduction des risques, mais sur des projets d'investissement. Donc, c'est une première édition, mais qui n'est basée que sur les crédits d'investissement. Donc, c'est le financement de l'économie. C'est une entreprise qui veut s'expandre, qui veut croître. Donc voilà, c'est vraiment ces thèmes-là. Mais vous savez, généralement, en économie, on n'est pas toujours très bon. Même si on la pratique tous les jours, on dit je fais des économies, je ne dépense pas trop, j'essaie d'amasser pour les mauvais jours. Mais quand on parle d'investissement direct étranger, par exemple, il y a une notion qui revient tout le temps, c'est celle du risque pays. Oui. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, le risque pays, déjà, investissement direct étranger, c'est tous les fonds que les investisseurs offshore voudraient apporter dans un pays. Bien sûr, il y a un retour sur investissement. Naturellement. Alors, le risque qui est souvent soit long, soit très faible, et les rapatriements de fonds ne se font pas de la même manière. Je suis une novice en économie, mais Exactement, parce qu'il y a le facteur risque qui intervient. Mais je reviens quand même sur la notion d'investissement étranger, parce que c'est une notion clé dans le développement d'un pays. Et malheureusement, chez nous en Afrique, on n'attire pas assez les capitaux étrangers. Voilà, donc l'accent, en fait, peut être mis sur la réduction du risque pays, mais par un redécoupage, en fait, des concepts au niveau des banques, des institutions bancaires, dont les banques centrales, la BA pour l'Afrique centrale, et les banques en elles-mêmes, donc au niveau micro. Donc, mais le risque pays n'est pas seulement le fait des banques, c'est aussi le fait d'un gouvernement, de la situation sociale, la situation politique. Donc voilà, aujourd'hui, on a encore ce malheur-là d'avoir chez nous en Afrique des gouvernements qui n'ont pas su insuffler peut-être dès le départ cette instabilité. Mais voilà, c'est d'autres thèmes que je n'aborde pas forcément dans mon livre, qui est vraiment sur le risque bancaire dans les banques. D'accord. Parlons donc des risques bancaires dans les différents pays, notamment ceux d'Afrique francophone, la zone CFA, qui est celle où nous émettons et diffusons le plus. Oui. De quoi s'agit-il et comment est-ce qu'on peut le réduire? Alors, la question est très très intéressante parce que très difficile. Donc, je ne pourrais pas répondre en quelques phrases. Mais déjà, il y a pas mal de choses qui ont été dites, il y a pas mal de choses qui ont été écrites, et c'est un long combat. Le problème du risque bancaire est lié à l'environnement économique du pays. Chez nous en Afrique, on a des environnements atypiques, c'est-à-dire qu'on a des faibles taux de bancarisation, des faibles taux de financiarisation de l'économie. Donc le secteur informel prend le pas sur le secteur formel. Donc il est difficile pour les banques de mettre en place des méthodes
mettre en exergue les méthodes qu'elles ont l'habitude d'appliquer. Donc le livre en fait que je viens d'écrire présente en des termes nouveaux, présente des méthodes nouvelles de gestion de ces risques en prenant en considération voilà, ces facteurs atypiques, en mettant en avant la composante africaine de l'économie, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé. D'accord. Parce que quand on regarde aujourd'hui les économies africaines, quand on s'intéresse aux économies africaines, il y a deux constats que l'on peut faire. Le premier, c'est que, comme vous le relevez, il y a un faible taux de bancarisation, c'est-à-dire que très peu de gens ont un compte en banque. C'est le premier constat. Mais le deuxième constat que l'on a fait avec les crises qui ont frappé les pays occidentaux et les pays développés de façon générale, c'est qu'on a des banques qui sont en situation de surliquidité et qui donc ne prennent pas de risques. Oui. En ne prêtant qu'aux riches, puisque l'adage le dit, les banques l'appliquent. On ne prête qu'aux riches. Alors, les banques sont surliquides. Alors, c'est souvent un concept qui est mal perçu. On le présente toujours comme si le banquier ne voulait pas prêter de l'argent, qu'il avait vraiment beaucoup d'argent. C'est qu'il n'en prête pas. Dans ses coffres. La preuve, on est obligé d'aller chercher du côté du microcrédit pour financer les projets. Exactement, mais ou des tontines, de façon plus informelle. Le banquier, c'est d'abord un entrepreneur qui a une entreprise à faire tourner et qui se fait du profit. Donc, ce n'est pas déjà dans l'intérêt du banquier de ne pas prêter. Oui. Donc voilà, c'est le premier point que tout le monde devrait comprendre. Mais la peur du banquier, elle n'est pas justifiée puisque les banques de microcrédit réussissent à faire de bonnes affaires avec ces personnes. Alors, le microcrédit est un concept vraiment différent de la notion même bancaire qui voudrait qu'une banque collecte des fonds et prête. Le microcrédit, c'est une solution qui a été apportée à nos problèmes, voilà, pour colmater. Mais le problème, il est entier, il reste. Aujourd'hui, c'est simplement qu'on a des environnements qui font que le banquier n'a pas de visibilité. Il ne peut pas, comme je viens de le dire, mettre en place ou bien appliquer les concepts qu'il a eu l'habitude d'appliquer dans les pays dans les pays développés. Donc, chez nous, alors, ce qu'il fait le plus souvent, il se met en retrait, donc il ne prête pas, ou quand il prête extrêmement cher. Donc, parce que si vous êtes un entrepreneur et que vous avez un projet et que le taux, le coût du crédit, si vous voulez, est beaucoup plus élevé que le taux de retour sur investissement de votre projet, c'est pas la peine d'aller voir le banquier. Mais je vais quand même revenir sur notre notion. Alors, pourquoi justement les banques sont surliquides? Pourquoi est-ce qu'elles ne prêtent pas? Alors, pour 3 raisons essentielles. Parce que, déjà, nos économies francophones, d'Afrique francophone, ont un historique qui est lourd, qui pèse. On a bien connu l'époque 90 avec toutes les restructurations dans le domaine bancaire. On a connu les programmes d'ajustement structurel. On a connu la crise financière des années 80. Donc, on a connu la dévaluation du CFA. On avait des personnes qui, du jour au lendemain, allaient dans des banques qui avaient changé de nom. Donc, on avait toujours la même personne en face qui avait fait faillite. Donc, il y a cette historique-là qui pèse. Donc, c'est un point énorme qui rend les banques assez frileuses. Et le public aussi pourrait être frileux. Parce que quand on a perdu son argent dans une banque qui a disparu et qu'on revient en trouvant juste la façade qui a changé, donc ça peut être rageant. Exactement, les deux sont liés. Donc l'épargnant qui ne peut pas apporter son épargne, le banquier, lui, ne peut pas prêter parce qu'il n'a pas les fonds. Alors le deuxième point qui est capital, c'est que cette frilosité-là a vu la naissance pour l'Afrique centrale du régulateur bancaire qui est la COBAC, aujourd'hui, qui a mis en place... La commission bancaire de l'Afrique centrale. Oui. Qui a mis en place des contraintes réglementaires strictes en termes de ratio, de liquidité, solvabilité, on l'appelle comme on veut. Mais les banques, aujourd'hui, sont constituées de telle sorte qu'elles sont obligées de garder un certain montant de capital qui fait qu'elles ne peuvent pas prêter n'importe comment. Donc aujourd'hui, les banques seront surliquides, mais ces fonds seront déposés à la banque centrale, la BA pour le coup. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc, les banques européennes sont appelées à avoir plus de capitaux. Et le troisième point, justement, c'est ce que j'adresse dans mon bouquin, c'est le contexte
économico-social. Oui. Donc, faible taux de bancarisation, faible taux de financiarisation de l'économie et secteur informel qui prend le pas sur le formel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a des solutions qui évidemment existent, heureusement, qui sont amorcées et qui prouvent quand même déjà, qui font des fruits. Voilà, on voit des avancées dans le domaine. D'accord. Il nous reste moins de 10 minutes, c'est pourquoi je voudrais qu'on rentre vraiment dans la partie solution. Aujourd'hui, on dit que si les banquiers ne prêtent pas, c'est qu'il y a le problème du foncier, il y a le problème des garanties que l'on pourrait proposer en face quand on demande un crédit. Est-ce que ce problème-là est si important, si grave, qu'il ne puisse pas permettre à l'épargnant lambda, lançant créant une entreprise, de pouvoir bénéficier d'un crédit pour son investissement? Oui, oui et non, parce que le problème des garanties, c'est pas forcément un énorme problème. Le problème des garanties, c'est une solution rapide au problème qui reste entier. Le banquier demandera des garanties énormes parce qu'il veut s'assurer une certaine visibilité, il veut s'assurer un retour sur investissement. Donc voilà, pour un entrepreneur qui commence, il lui dira il te faut tel nombre de garanties, il te faut tel nombre de bâtiments, ainsi de suite, que forcément le petit entrepreneur n'a pas. Mais le problème est vraiment dans la conceptualisation, dans le manque d'information et plus loin encore dans le défaut des moyens de recouvrement. Il y a quelques temps, j'ai rencontré un ami qui travaille à la Banque mondiale et qui me disait en fait qu'il était en mission en Afrique dans un pays que je ne citerai pas et qui disait en fait que les banques s'étaient réunies et tous les banquiers se plaignaient en fait qu'ils n'avaient jamais gagné en justice face à un débiteur. C'est énorme. Enfin, je veux dire, les moyens de recouvrement judiciaire en place ne fonctionnent pas. Mais comment est-ce qu'un banquier peut prêter s'il est sûr que si le client fait défaut, il n'a aucun moyen de rentrer dans ses fonds? Voilà. Donc le problème des garanties ne cache qu'un problème de fond qui est celui de la disponibilité de l'information, qui est celui du bon fonctionnement des méthodes de recouvrement, qui est celui de la mise en place, enfin, des méthodes justes de quantification du risque qui peuvent être, pour le coup, un peu quantitatives, dans ce que j'explique dans mon bouquin. Très bien. On va renvoyer nos téléspectateurs vers le livre qui est intitulé « Méthodes et techniques de gestion des risques ». Il est paru aux éditions universitaires européennes et vous en êtes l'auteur. Vous êtes M. Carlos Wembe. Merci d'être venu à l'entretien du jour. Merci, Louis, de m'avoir invité. Et je termine en saluant encore une fois de plus l'action de quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours, qui était mon parrain quand je suis arrivé en France. C'est M. Piengan, qui a beaucoup œuvré pour l'égalité des chances et à cause de qui je suis aujourd'hui. Merci beaucoup, Carlos Wembe. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'entretien du jour. À bientôt.